Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle entrevue que j'ai le plaisir de faire avec le docteur Thierry Schmitz qui habite dans le Brabant wallon en Belgique. Docteur, bonjour. Bonjour. Et comme je vous l'ai dit dans d'autres émissions, j'avais envie de donner la parole à un certain nombre de personnes qui me semblent avoir une vision pertinente de par leur profession, de par leur expérience de terrain à propos de cette pandémie ou de cette pseudo-pandémie de coronavirus version 2019-2020. Et j'avais vraiment envie de donner la parole au docteur Schmitz ce soir ou cet après-midi ou ce matin, je ne sais pas quand vous allez écouter cette interview, mais j'avais envie de lui donner la parole parce que c'est quelqu'un d'abord qui a une expérience de terrain, c'est quelqu'un qui voit des patients pratiquement quotidiennement, qui donc est confronté à des patients qui sont atteints du coronavirus. Et malgré le fait qu'on nous dit et qu'on nous répète tous les jours dans les médias dominants qu'il n'existe aucun remède pour l'instant, aucun traitement possible pour ce coronavirus, eh bien, sachez que vous allez entendre des choses différentes ce soir. Vous allez entendre des choses qui peut-être vous donneront davantage de points de repère et aussi d'alternatives pour faire face à cette épidémie. Voilà, je n'en dis pas plus. Docteur, si vous pouviez vous présenter en quelques instants, en quelques minutes, pour dire un peu qui vous êtes, quel est votre parcours et quelle est votre vision finalement de la médecine. Bien, ben oui, je suis tout d'abord médecin. J'ai fait mes études en Belgique, tout d'abord à Namur et puis après à Louvain. Mes études de médecine où je me suis très vite rendu compte, dès que je suis sorti de l'UNIF, que j'avais appris de très belles choses, très intéressantes, comment fonctionne le corps humain, le nom de toutes les maladies. Mais il y a une chose qui pour moi n'allait pas dans ma formation, c'était les traitements. Tous ces traitements chimiques, allopathiques, bon, de temps en temps, ils sont utiles, mais souvent, ils provoquent plus d'effets secondaires ou plus de dégâts, voire même parfois, ils sont inefficaces. Et donc, je me suis dit, là, je ne suis pas dans le bon, il faut que je trouve autre chose. Et donc, dès que je suis sorti de l'UNIF, je me suis intéressé aux médecines douces ou médecines alternatives, appelons ça comme on veut. Et donc, c'est le parcours classique où on devient d'abord phytothérapeute, et puis on étudie les huiles essentielles, et puis on étudie la nutrition, et puis après on devient homéopathe, et puis après on complique les choses, on étudie la médecine chinoise, voilà. Et donc, on accumule toute une série de connaissances intéressantes et qui se termine maintenant il y a 3 ans. J'ai découvert une technique que j'emploie tous les jours et dont je vais vous parler ce soir, c'est l'ozonothérapie. Celle-là, c'est ma dernière découverte. Enfin, je n'ai rien découvert, c'est un ami hollandais qui pratique ça, qui m'a dit, Thierry, il faut que tu viennes voir cette technique, c'est merveilleux, on a des résultats incroyables. En gros, on guérit tout ce que la médecine ne sait pas guérir. C'est d'ailleurs pourquoi je suis en train de terminer un livre sur l'ozonothérapie qui sera le premier en français. Et j'ai déjà le titre, ce sera l'ozonothérapie, guérir l'incurable. Parce que c'est vraiment ça que l'on fait avec cette technique-là. Donc voilà un petit peu ce parcours d'un médecin qui très vite a voulu trouver autre chose au niveau des traitements que les traitements chimiques allopathiques classiques. Et maintenant, comme je le dis souvent, quand j'ai un patient devant moi, il me raconte son problème, je vois sa pathologie, et en fonction du problème, je vais ouvrir le tiroir qui pour moi va donner le meilleur résultat avec le moins d'ennui, le moins d'effets secondaires. Alors le tiroir peut être l'homéo, la phyto, la médecine chinoise, enfin bref. Et parfois le tiroir peut être l'allopathie. Ça m'arrive encore de prescrire un médicament allopathique. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous avez réussi, malgré toutes ces approches parallèles, à rester
accepté par l'ordre des médecins. Vous faites toujours partie de l'ordre des médecins, alors? J'ai toujours un numéro dynamique, comme on appelle ça en Belgique, avec un numéro d'ordre. Dans ma vie, j'ai dû parfois un petit peu batailler pour le garder, mais voilà, j'ai toujours mon numéro d'ordre. Je suis toujours membre de l'ordre des médecins en Belgique, même si j'ai eu de temps en temps des petits soucis avec eux. Mais il paraît que, me disent mes patients, c'est que vous êtes un bon docteur. Tous les bons docteurs ont de temps en temps parfois des petits ennuis avec l'ordre des médecins. Voilà. Donc, mais oui, j'ai eu des ennuis avec l'ordre, mais là, tout est rentré dans l'ordre, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai j'ai le droit de faire des ordonnances, des prescriptions, des remboursements pour la mutuelle. Donc voilà, je suis un vrai docteur. Bien. Alors, c'est au vrai docteur que je m'adresse pour une première question. On en a parlé en préparant cette entrevue. J'avais envie d'avoir votre regard sur ces mesures de confinement qui ont été décidées dans un certain nombre de pays, mais pas dans tous les pays. Non, bien sûr. Votre regard en tant que médecin, euh, est-ce que le confinement était la seule solution? Est-ce que c'était la meilleure solution? Est-ce que c'était logique d'un point de vue médical, d'un point de vue infectiologique? Quel est votre regard sur ces décisions qui ont été prises dans beaucoup de pays, mais pas dans tous? Alors bon, ce n'est pas ma spécialité, je ne suis pas un épidémiologiste ou autre, mais personnellement, je me suis toujours posé la question, pourquoi ce confinement? Parce que quand on regarde l'histoire, ou l'histoire des grandes épidémies, etc., jamais dans l'histoire de l'humanité, on a confiné des gens bien portants. Ça, c'est une grande première. Euh, Par contre, mettre en quarantaine, c'est sous ce terme-là qu'on appelle généralement les choses, des gens malades, oui, ça se fait. Et ça s'est fait régulièrement. Et à mon avis, ça a un sens. Mais mettre en quarantaine des gens bien portants, ça me semble très bizarre, très spécial. Donc, je me pose beaucoup de questions à ce sujet-là. Je n'ai pas l'explication, mais pour moi, ça me semble vraiment bizarre. Bon, et, voilà, de toute façon, on va le respecter puisque c'est ce qu'ont décidé nos gouvernements, aussi bien en Belgique qu'en France et dans beaucoup de pays européens. Mais effectivement, il y a des pays qui n'ont pas opté pour cette stratégie-là. Et quand on regarde les chiffres, je pense qu'ils s'en sortent mieux que nous. Je pense par exemple à la Corée du Sud euh, ou d'autres pays en Scandinavie qui n'optent pas pour la même stratégie et qui s'en sortent mieux que nous. Voilà, donc moi je reste perplexe vis-à-vis de cette stratégie du confinement. Et lorsque va arriver le déconfinement, puisque nous enregistrons cette vidéo le 4 mai, mais elle ne sera pas diffusée le 4 mai, donc on sera probablement en début de déconfinement lorsque nos auditeurs vous entendront. Qu'est-ce que vous craignez le plus au niveau, je dirais de nouveau, au niveau de la santé de la population au moment où le déconfinement va commencer à se faire? À vrai dire, pas grand-chose, parce que euh, je ne suis pas de ceux qui redoutent cette espèce de deuxième vague qui va être pire que la première, où on nous annonce de nouveau un gros cataclysme. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Euh, C'est pas la première fois d'ailleurs que on nous annonce des cataclysmes, et spécialement l'OMS qui est spécialisée pour faire ce genre de choses. Hein. Il y a 10 ans, on nous avait annoncé euh, un nombre de morts incroyable avec ce fameux H1N1, etc. Mais moi, je les cherche toujours, ces Oui, morts-là. ils avaient annoncé 20 millions de morts au début de la pandémie, effectivement. Voilà, voilà. Donc moi, je ne suis pas spécialement inquiet parce que euh, le déconfinement n'était pour moi pas nécessaire comme mesure. Donc, le fait qu'on déconfine, pour moi, ça ne va pas changer grand-chose. Mhm. Au contraire, ça va peut-être améliorer le moral,
l'humeur de nos concitoyens, euh, le fait d'être avec un meilleur moral, de meilleure humeur et tout, ben ils vont sans doute faire du bien à leur système immunitaire plutôt que d'être terrorisés dans leurs quatre murs en train de regarder la télévision qui nous matraque avec toutes les nouvelles horribles qu'on entend depuis des semaines. Ouais. Alors, avant d'aborder le premier des deux remèdes que vous utilisez quand vous êtes face à quelqu'un qui est atteint, je dirais, de, de symptômes qui se rapprochent du Covid-19, parce que même là, on peut se demander comment est-ce qu'on peut vraiment détecter le Covid-19. Mais bon, ça, je ne vous pose pas la question maintenant. Mais toujours au niveau du déconfinement, moi j'avais encore une petite question, c'est euh, est-ce qu'il va falloir que les gens continuent à respecter la distanciation sociale, le port du masque, les règles d'hygiène qu'on nous a imposées? Bon, à part le fait de se laver les mains, je dirais, mais ça fait partie de l'hygiène élémentaire. Je n'ai pas attendu le Covid-19 pour me laver les mains régulièrement. Hein. Mais moi, ce que je crains, en tout cas, c'est de me retrouver dans une société où tout le monde porte un masque, tout le monde se méfie de tout le monde reste à distance de 1 ou 2 mètres dans tous les lieux publics, où j'entends déjà ici dans mon village même le gouvernement a envoyé un courrier pardon, au restaurant en leur disant qu'ils pourraient réouvrir à condition de laisser 2 mètres entre chaque table, ce qui fait que des restaurants vont faire faillite parce qu'ils n'auront plus la capacité de rentabiliser leur activité. Donc, est-ce qu'on va devoir vraiment passer par là d'un point de vue médical ou est-ce que ça, c'est complètement exagéré par rapport au fonctionnement naturel du corps? J'avais peur que vous me disiez que dans le restaurant, dorénavant, on va devoir manger avec un masque, Non. parce que c'est plus compliqué. Oui, non, effectivement, pour moi, on a instauré une véritable phobie, une véritable presque terreur. Je pense que les gens sont terrorisés quand on les voit dans les magasins. On croise les personnes au détour d'un rayon, ils font un bond d'1 mètre en arrière parce qu'ils vous voient arriver, ça, alors que euh, ce, ce, ce virus, euh, c'est pas un méchant virus, hein. Mm. Il est très contagieux, ça, je peux l'admettre, et ça, je veux bien dire OK là-dessus, c'est un virus très contagieux, mais il n'est pas méchant, ce virus. Enfin, il n'est pas plus méchant que la bonne vieille grippe que nous connaissons depuis des années, qui de temps en temps d'ailleurs, quand on tombe sur une mauvaise année, fait aussi énormément de morts, et parfois même plus que le coronavirus. Voilà, donc il y a plein de gens qui attrapent ce virus et qui ne s'en rendent même pas compte, qui restent asymptomatiques, ça on ne le souligne jamais assez. Donc voilà, pour moi, effectivement, toutes ces mesures, que ce soit le masque, la distance de sécurité d'1,50 m, pour moi, ça n'est pas nécessaire. Bon, maintenant, si les autorités décident de le faire, on le fera, parce que voilà, on ne va pas être incivique. Mais voilà, je suis très perplexe face à toutes ces mesures. Je pense que on n'a pas pris le problème par le bon bout. Prendre le problème par les bons bouts, ça aurait été de favoriser et faire des tests pour pouvoir dépister les gens malades. Les gens malades, eux, les mettre en quarantaine et puis foutre la paix aux autres personnes et les laisser vivre normalement. Et justement, votre ministre de la Santé, Maggie De Bloch, a interdit qu'on fasse des tests sous prétexte que les tests n'étaient pas complètement fiables. Est-ce que mes informations sont bonnes ou est-ce que j'ai mal compris la raison pour laquelle elle interdisait les tests finalement? Oui, alors on peut polémiquer aussi là-dessus. Alors, comme toujours, il y a différentes manières de tester les choses. Je ne vais pas rentrer dans des domaines trop techniques, mais quand on prend la technique PCR, qu'on appelle ça, voilà, qui est, elle, une technique fiable, quand on se base uniquement sur la détection des anticorps, ça, là, ça peut être biaisé, voire faussé,
ou ne pas encore apparaître alors que voilà, le problème est déjà présent. Par contre, la technique PCR, mais qui est un peu plus chère, elle est une technique fiable. Donc, si on applique une technique comme ça, fiable, on n'aura pratiquement aucun faux négatif, aucun faux positif. Et donc, là, on aurait pu ne mettre en quarantaine que les gens qui sont positifs au test PCR et ne pas embêter le reste de la population. Ouais. Alors, j'en viens à ce que vous avez annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire cette fameuse ozonothérapie dont j'ai entendu parler déjà il y a quelques années, mais ça reste effectivement quelque chose de très discret dans nos pays, hein. Il y a très peu de personnes qui ont connaissance de cette technique. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà d'abord en général d'où vient cette technique et en quoi est-ce qu'elle consiste? Et puis après, on verra comment vous l'appliquez, parce que je pense que vous avez un protocole plus spécial et plus spécifique que l'ozonothérapie classique. Voilà. Donc, l'ozonothérapie classique n'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que ça a plus de 50 ans. On retrouve déjà traces d'application de l'ozonothérapie en temps de guerre dans les tranchées avec les pauvres soldats qui avaient des membres blessés, voire amputés. Et il fallait juguler l'infection. Voilà, et on utilisait déjà l'ozone à cette époque-là. Donc l'ozonothérapie en tant que telle n'est pas quelque chose de nouveau. Et on a rapidement reconnu, on va dire, ses propriétés particulièrement anti-infectieuses. Ça, je pense que c'est vraiment le point numéro un de l'ozonothérapie, c'est ses propriétés anti-infectieuses. Et d'ailleurs, hors du cadre médical, on les retrouve aussi, puisqu'il y a par exemple des gens qui désinfectent leur piscine par l'ozone. Donc, c'est pas neuf et ça a fait ses preuves. Ce qui est nouveau, ça date de 2015, donc c'est assez récent. C'est un médecin autrichien, le docteur Lautny, qui a mis au point une technique qu'on appelle à haute dose d'ozone. Donc, l'abréviation est OHT, donc Ozone High Dose Therapy. Donc, comme son nom l'indique, oui. Alors, avant que vous ne décriviez cette ozonothérapie à haute dose, ce serait Oui. peut-être intéressant d'expliquer en quoi consiste cette technique. D'abord, c'est quoi l'ozone? Et puis, en quoi consiste la technique très concrètement? Si je vais dans votre cabinet demain, bon, ça m'étonnerait puisque je ne peux pas prendre l'avion pour l'instant à cause des Oui. confinements, mais si j'arrive dans votre cabinet, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et donc, c'est quoi l'ozone et en quoi consiste cette En technique? quoi consiste la technique? Oui. Alors, l'ozone, on va faire simple, c'est pas très compliqué. Tout le monde connaît l'oxygène, formule chimique O2. Eh bien, l'ozone, c'est O3. Donc, considérez l'ozone comme une espèce de super-oxygène, hein, un oxygène super réactif. Et donc, c'est intéressant parce que vous savez que nous avons besoin d'oxygène pour vivre. Hein. Je dis souvent dans mes conférences, euh, 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire, mais 3 minutes sans respirer et les problèmes commencent. Donc l'oxygène, c'est vraiment quelque chose de vital. Euh, Or, si l'on regarde les chiffres par rapport à, bien sûr, la préhistoire, mais même il y a quelques centaines d'années, le taux d'oxygène dans notre monde diminue. Les gens ont de moins en moins d'oxygène. Alors ça peut varier, mais prenons par exemple si vous allez à Bangkok, vous êtes vraiment pratiquement en hypoxie, hein, vous êtes sous-oxygéné. Donc il y a de moins en moins d'oxygène, or c'est quand même le moteur de notre vie. Voilà, donc déjà l'oxygène, c'est bon pour la santé. Et ici, avec l'ozone, vous avez droit à un espèce de super oxygène, le Superman de l'oxygène. Donc vos cellules qui ont besoin de l'oxygène pour vivre,
et qui en manquent, sont très contentes de voir arriver l'ozone. Alors, je vais tout de suite faire une petite parenthèse pour couper court à une remarque ou une critique qu'on me fait souvent parce que les gens mélangent un peu tout. Alors, certains me disent, comment tu fais de l'ozone? Tu mets de l'ozone dans le sang de tes patients, mais c'est pas bon, c'est très nocif parce que l'ozone est un oxydant. Or, on n'arrête pas de dire à tout le monde, il faut prendre des antioxydants. Nous allons mal parce que nous sommes oxydés. Voilà. Alors j'entends bien la chose, mais je réponds à ça. Si vous ne voulez pas être oxydé, la première chose à faire, c'est arrêter de respirer. Alors vous ne serez plus oxydé, et je reviens vous voir dans 3 minutes et on va voir comment vous allez. À mon avis, pas très bien. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxièmement, oui, l'ozone est un oxydant et c'est comme ça qu'elle agit. L'ozone, en fait, et c'est ça qui est génial avec cette technique, tue toutes les mauvaises choses, les mauvaises bactéries, les mauvais virus, les mauvaises cellules, les cellules cancéreuses, en les oxydant. Mais ça, cette action de l'ozone est relativement brève. Après avoir oxydé les mauvaises choses, l'ozone favorise votre fabrication personnelle endogène d'antioxydants. Donc l'ozone, dans un premier temps, oxyde, mais dans un deuxième temps, renforce votre pouvoir antioxydant. Je pense que c'était quelque chose d'important à dire parce qu'il y a vraiment une confusion à ce propos-là. Donc, voilà, l'ozone, O3, c'est un super oxygène. Alors, comment ça se passe quand on vient dans mon cabinet? Mais il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs manières d'administrer de l'ozone. Alors, ce que je fais le plus pour les pathologies lourdes ou importantes, c'est la thérapie du sang, qu'on appelle la grande auto-hémothérapie. Donc, on traite le sang du patient. Alors, dans l'ancienne ozonothérapie, c'était des petites quantités de sang. Certains ozonisaient 50 millilitres de sang, parfois on montait jusqu'à 200 millilitres de sang, dans lequel on rajoutait un peu d'ozone et on remettait ce sang au patient. Ici, dans cette fameuse méthode OHT, Ozone High Dose Therapy, on prélève, donc on raccorde le patient avec un petit cathéter, un flacon de 200 millilitres, qui est lui-même raccordé à une machine. La machine fait le vide dans ce flacon, c'est-à-dire que le sang du patient est aspiré et vient remplir les 200 millilitres du flacon. Quand les 200 millilitres de sang du patient remplissent le flacon, on demande à la machine d'envoyer l'ozone dans ce flacon. Et le flacon est en perpétuel mélange par une petite machine qui fait ce brassage. Et donc, on arrive à faire rentrer l'ozone dans le sang du patient. Et avec la méthode que j'utilise, qui est la méthode dite hyperbare, on va même plus loin, puisqu'on arrive à faire rentrer l'ozone non seulement dans le sang du patient, c'est-à-dire le plasma, mais même à l'intérieur des globules rouges. Et une fois qu'on a mis l'ozone dans les 200 millilitres de sang, on remet ces 200 millilitres au patient, donc son sang ozoné. Et avant que le système ne se désamorce, on refait le vide et on est reparti pour un deuxième tour. On remplit de 200 millilitres, on ozonise et on remet. Et on fait ça 10 fois de suite. C'est pour ça que les Américains appellent ça la méthode des 10 passes, parce qu'on fait 10 passages de 200 millilitres. Et donc 10 fois 200 millilitres, en 1 heure de temps, on arrive à traiter 2 litres de sang du patient, ce qui représente à peu près la moitié du volume sanguin d'un être humain de 70-80 kilos. Voilà. Alors, dans le cadre je dirais de la crise du Covid-19, vous avez eu l'occasion d'expérimenter cette approche avec des patients qui étaient atteints? Effectivement, non seulement avec Covid-19, mais avant la crise du Covid, j'ai eu l'occasion de soigner pas mal de pathologies infectieuses, virales ou bactériennes, avec des résultats très spectaculaires, même
Au niveau bactérien, on a par exemple des résultats sur des grosses surinfections bactériennes, comme on a par exemple après la, la mise en place de prothèses orthopédiques qui s'infectent. Hein, et quand c'est un germe d'hôpital, c'est épouvantable, c'est pratiquement incurable. Il y a des gens qu'on doit amputer. Pensons par exemple à Gérard Depardieu qui a perdu son fils de cette manière-là. Voilà, donc eh bien, j'ai eu l'occasion de soigner des cas semblables qui ne répondaient pas aux antibiotiques et on arrive à nettoyer complètement la chose grâce à l'ozone. Ça, c'est pour le bactérien. Et au niveau viral, on a des résultats avec l'ozone dans le sida, on a des résultats dans Ebola. Le docteur Rowen, là aux États-Unis, a fait une belle publication aussi sur l'utilisation de l'ozone en Afrique. Il a été testé dans le virus Ebola, l'utilisation de l'ozone. On a des résultats spectaculaires dans l'herpès, qui est aussi un virus, dans la mononucléose, le cytomégalovirus. Voilà. Et donc maintenant, dans le coronavirus, ben, c'était logique de penser que l'ozone pouvait être très utile, et c'est effectivement le cas. Donc moi, à titre personnel, je n'ai pas eu beaucoup de cas, parce que, comme je l'explique dans certaines vidéos où je suis fâché, je suis dépité, parce que avoir une technique qui peut sauver des vies et qui n'est pas reconnue et donc que personne n'utilise. Donc j'ai eu quelques cas, mais c'est des gens confidentiellement qui viennent parce qu'ils ont vaguement entendu parler du docteur Schmitz qui fait de l'ozone et qui est le seul à le faire en Belgique et en France. Et donc voilà, le, mon premier patient atteint du coronavirus, je me rappellerai toujours, il est arrivé un vendredi, fin de la semaine. C'était un monsieur qui avait depuis une semaine 39,5 de fièvre et qui n'arrivait pas à s'en sortir et qui commençait à avoir des problèmes respiratoires. Et il est arrivé, il n'était pas beau à voir, livide, transpirant, avec une toux importante. Voilà. Donc, il est venu faire une séance d'ozone à haute dose. Et le lendemain, c'était samedi, le cabinet était fermé, mais je me dis, bon, c'est mon premier patient coronavirus, je vais prendre des nouvelles. Eh bien, la personne m'a dit elle-même, voilà, à 90%, tous mes symptômes ont disparu, j'ai plus de fièvre, je ne tousse presque plus. Voilà, voilà, un peu pourquoi j'appelle mon bouquin qui va sortir sur l'ozone Guérir l'incurable. C'est vraiment ça, on a des choses extraordinaires. Quand on voit le nombre de gens dans les services de soins intensifs qui décèdent ou qui ne s'en sortent pas, alors qu'il y a une technique vraiment extraordinaire, c'est ça qui est en fait un peu désespérant. Voilà. Oui, d'autant plus que, apparemment, d'après ce que vous me disiez lorsqu'on a préparé cette entrevue, il y a d'autres pays qui utilisent de façon plus courante cette technique. Peut-être pas la technique à haute dose, mais déjà même avec la technique ordinaire, je dirais, ça fonctionne. Est-ce que vous avez des exemples de pays où ça se fait dans le cas du coronavirus? Oui, tout à fait. Et je ne sais pas si vous pourrez peut-être remontrer ça dans la vidéo. Je vous ai envoyé une photo euh, en Chine où on voit très clairement des médecins qui traitent un patient avec donc on a le bras du patient, on voit une aiguille et ce patient est relié à une machine vert pomme qui est exactement la même machine que j'ai dans mon cabinet et qui est une des 2 machines au monde qui peut faire de l'ozone hyperbare. Donc, c'est clair, en Chine, ils ont utilisé cette technique pour traiter les patients Covid. En Italie aussi, il y a une société d'ozonothérapie qui en Italie est assez active, même si beaucoup de médecins en Italie font l'ozone à petite dose. Mais ils ont publié des articles sur des traitements de patients Covid traités par l'ozone à petite dose et ils ont des résultats
En 5 jours, en général, les gens n'ont plus de fièvre, on peut les débrancher le respirateur. Voilà, ça c'était donc en Italie. Il y a eu un article, mais là, ce n'était pas une étude scientifique, c'était dans un journal expliquant qu'il y a une clinique à Ibiza qui a utilisé l'ozonothérapie pour traiter des patients Covid avec les mêmes chiffres, résultats très rapides, spectaculaires, voilà. Bien entendu, en Allemagne, parce qu'on parle très peu des Allemands, ils ne font pas de vagues, les Allemands, mais les Allemands sont remarquablement efficaces. Mais bien sûr, en Allemagne, vous utilisez l'ozonothérapie à tour de bras. Hein. Toutes les machines sont de fabrication allemande, donc les Allemands utilisent bien sûr l'ozonothérapie. Et puis, vous avez aux États-Unis la fameuse publication du docteur Rowen, qui est un médecin américain qui pratique la même technique d'ozonothérapie que la mienne et qui a publié dans le journal Infectious Disease and Epidemiology un article disant que l'ozonothérapie était un moyen efficace et en plus pas cher pour traiter le coronavirus. Mhm. Euh, Vous m'avez fait part aussi, et d'ailleurs je montrerai la vidéo pendant que vous parlez ou juste après, bon ça je verrai quand je le ferai, mais vous m'avez parlé aussi d'une jeune fille, Camille, que vous avez traitée, qui est venue chez vous avec une sclérose en plaques. Elle était déjà à un stade assez avancé puisque elle est venue en chaise roulante les premières fois elle est venue. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire et j'illustrerai au D'accord. montage les différentes phases de son processus de guérison? Voilà. Donc effectivement, avec l'ozonothérapie à haute dose, on n'est pas efficace que dans les problématiques infectieuses. On a de bons résultats dans d'autres domaines, dont notamment dans les maladies neurologiques ou les maladies auto-immunes, parce que la sclérose en plaques, on ne sait pas si on doit la classer en neurologique ou auto-immune, probablement un peu les deux. Euh, voilà, donc Camille est une de mes première patiente traitée à l'ozone. C'était très spectaculaire parce que Camille, c'est une jeune fille de 25 ans dont la vie s'est arrêtée un jour parce qu'elle s'est retrouvée entièrement paralysée du bas. Les jambes, tout était mort. Elle était même complètement incontinente au niveau des selles et des urines. Donc tout le bas était mort. Elle était en traitement chez un neurologue avec des traitements classiques, perfusion de cortisone et autres, etc., avec absolument zéro résultat. Et donc, la maman de Camille a pris contact avec moi et m'a demandé si, avec l'ozone, on pouvait faire quelque chose. J'ai dit, ben, à mon avis, oui. Et j'ai eu le neurologue au téléphone qui m'a dit, j'apprends que vous pouvez faire quelque chose pour Camille. Écoutez, moi, je ne sais rien faire. Donc, si vous avez une solution, traitez-la. Moi, je ne sais rien faire. Donc, c'était clair. Donc, Camille est arrivée et on a commencé les traitements et c'est là que j'ai eu l'idée de faire à intervalles réguliers des petites vidéos, sachant que je n'ai pas fait une vidéo au départ parce que c'était assez délicat de filmer quelqu'un en chaise roulante qui ne sait pas bouger. Donc, la première des vidéos où on la voit déjà être debout mais en titubant, c'est déjà un exploit. Elle est déjà debout sur ses jambes. Et puis après, je vous Et laisse. ça, c'était après combien de temps de thérapie? Après 2 mois environ. Déjà, je me rappelle, euh, quand Camille est arrivée, la deuxième fois, la deuxième ou à sa troisième séance, elle était toujours en chaise roulante et paralysée. Et je me vois encore lui poser la question, est-ce que tu sens quelque chose de différent? Et ben, elle me dit oui. Elle me dit, avant de faire l'ozone, quand je mettais mes pieds nus sur le carrelage à la maison, je ne sentais rien de spécial. Maintenant, je sens que c'est froid. Voilà, donc ça, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis progressivement, enfin, je laisserai découvrir ça dans la vidéo, vous allez voir l'évolution qui est vraiment spectaculaire. Alors, j'en profite à dire, parce que quand les gens voient cette vidéo, et particulièrement les patients atteints de sclérose en plaques, ils ont un espoir immense et bien sûr légitime,
mais je tiens à dire que vous aurez des résultats comme les résultats de Camille, à condition que la sclérose en plaques ne soit pas trop ancienne. C'est ça. Donc, si vous êtes en chaise roulante depuis 20 ans, que vous avez détruit toutes vos gaines de myéline, ben voilà, là je pense que on va pas y arriver. Mais si vous êtes en chaise roulante depuis, on va dire, 5 ans, pour dire quelque chose, ça vaut la peine de tenter l'ozone. Voilà. Et depuis lors, j'ai soigné d'autres scléroses en plaques que Camille, et ça se confirme. Toutes les scléroses en plaques relativement jeunes, pas jeunes en âge, mais jeunes en évolution dans le temps, donc voilà, on a de superbes résultats. Mhm. C'est vraiment, ben, j'espère en tout cas que ceux qui vous entendent se rendront compte que ce n'est pas nécessairement toujours avec un arsenal chimique qu'on arrive aux meilleurs résultats. C'est parfois avec des outils très simples qui se trouvent dans votre tiroir, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. Euh, le problème, mais bon, ça, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais le problème, c'est que parfois, ce genre de thérapie ne rapporte pas assez d'argent aux compagnies pharmaceutiques. Et en tout cas, moi, je me permets de dire, hein, je ne vous le fais pas dire, mais en tout cas, moi, je me permets de dire que je trouve très suspect le fait que systématiquement des autorités de santé rejettent ce genre d'approche. On l'a vu avec le professeur Didier Raoult qui lui proposait un traitement aussi qui coûtait que 4-5 € par patient, alors que était en concurrence avec ce traitement de 4-5 € à l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine des antiviraux qui coûtent entre 400 et 1000 € la boîte, enfin le traitement, et des vaccins. Donc, on peut en tout cas se poser la question, on n'a pas nécessairement besoin d'y répondre, mais on peut se poser la question de pourquoi des remèdes aussi simples, et on va arriver à l'autre remède que vous utilisez de temps en temps qui vient de votre tiroir aussi, pourquoi des remèdes aussi simples ne sont pas privilégiés par les instances de santé publique, hein, et Je pense que vous avez donné la réponse, donc voilà. C'est malheureux, mais et c'est très frustrant parce que voilà, j'ai une solution qui fonctionne et je suis pas le seul à le dire. À différents endroits dans le monde, ça se pratique. Et ici en Belgique ou en France, voilà, des gens meurent tous les jours et on ne leur propose pas cette solution-là. Donc, c'est d'ailleurs, dommage. c'est encore une petite question que j'avais, parce que bon, j'ai été frappé de voir qu'en Allemagne, le taux de létalité est beaucoup plus bas que celui de la Belgique et de la France. Je pense que la Belgique actuellement est la championne du monde en termes de taux de mortalité par million d'habitants, ce qui est quand même assez effarant. Euh, Est-ce que vous avez connaissance de la manière dont les Allemands ont traité? Bon, je sais que les Allemands ont beaucoup, beaucoup plus dépisté dès le départ, donc ils ont fait énormément de tests. Hein, de mémoire, je crois que c'est 6 ou 7 fois plus de tests par 100 000 habitants en Allemagne qu'en France. Je n'ai pas les chiffres pour la Belgique. Par contre, on se rend compte que le taux le nombre de morts par million d'habitants est, je crois, 6 fois moins important en Allemagne qu'en France et je crois 7 fois moins important que par rapport à la Belgique. Est-ce que vous avez des contacts avec des collègues qui font l'ozonothérapie en Allemagne? Savez-vous comment finalement euh, on a soigné les gens qui étaient atteints en Allemagne? Alors oui, effectivement, en Allemagne, on fait de l'ozonothérapie, mais on fait aussi une autre technique encore de façon plus intensive que l'ozonothérapie, c'est les perfusions de vitamine C à haute dose. Alors, beaucoup de gens actuellement m'interrogent sur la vitamine C. C'est vrai que c'est un produit utile quand on est en saison hivernale, en saison de grippe. Voilà, je n'apprends pas quelque chose de nouveau, que c'est intéressant de prendre de la vitamine C. Mais ici, on parle pas de petits bonbons d'acérola à sucer, on parle de perfusion de vitamine C à très haute dose. Et quand je parle de très haute dose,
j'entends 25 grammes, voire même 50 grammes en intraveineux. Alors ça, de nouveau, pour la médecine belge et pour la médecine française, n'ayons pas peur des mots, c'est de la science-fiction. D'ailleurs, on ne trouve pas des ampoules de vitamine C de 25 ou de 50 grammes. Je pense qu'en Belgique, on doit trouver des ampoules à 1 gramme. Voilà. C'est Par ça. contre, D'ailleurs, quand on s'est parlé avant cette entrevue, moi j'ai été moi-même surpris parce que je savais que les petites pastilles d'acérola, là, c'était quelques centaines de milligrammes, milligrammes. voilà. Moi, je m'étais déjà dit, oui, il y a des naturopathes qui prescrivent jusqu'à 5 grammes. Je trouvais que c'était extraordinairement courageux. Et là, quand vous m'avez parlé de 25 à 50 grammes, voire dans des cas exceptionnels 100 grammes, mais ça, c'est vraiment Oui. exceptionnel, j'ai été très étonné. Alors, allez-y, continuez, mais Mais oui, euh, donc les Allemands utilisent énormément les perfusions de vitamine C et je suis bien placé pour le savoir parce que moi, mes flacons de vitamine C, je suis obligé de les commander en Allemagne, hein, les flacons pour faire les hautes doses de vitamine C. Et donc, fin mars, je n'en avais plus. J'ai recommandé auprès de mes fournisseurs allemands qui font ces injectables, etc. Rupture de stock, impossible d'en avoir. Et les gens m'ont dit, oui, oui, docteur, vous êtes sur une liste d'attente, mais on est en rupture de stock parce que tout le monde utilise cette vitamine C en perfusion et on n'en a plus. On refabrique, voilà. Donc c'est bien la preuve qu'ils l'ont utilisé pour soigner leurs malades du Covid. Euh, il faut aussi comprendre quelque chose que peu de gens savent sur la vitamine C. Quand vous utilisez de la vitamine C pour soigner une pathologie grave, infectieuse ou le cancer, par exemple, ça ne sert à rien de prendre des comprimés d'acérola, de vous installer à votre bureau avec votre seau d'acérola devant vous et de commencer à avaler 10, 20, 30, 50 comprimés d'acérola. C'est très bon, hein, c'est comme des bonbons. Mais vous n'arriverez pas à monter votre dosage de vitamine C dans le sang. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous avalez vos acérolas. Bien sûr, votre concentration en vitamine C dans votre sang augmente, mais à un moment donné, ça va atteindre un plafond qui correspond au seuil d'élimination rénale. Donc, ça veut dire, c'est comme si vous essayez de remplir une baignoire et que vous n'avez pas mis le bouchon. capuchon, Ouais. le bouchon, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, quand vous avez atteint ce seuil d'élimination rénale, ben, vous n'arrivez plus à monter votre concentration sanguine de vitamine C. Le seul moyen d'inonder le corps de façon importante par la vitamine C, je dirais entre guillemets, c'est de forcer le passage en faisant une perfusion intraveineuse de 25 ou de 50 grammes, parce que là, le corps n'a pas le temps de déclencher son seuil d'élimination rénale et vous inondez vraiment le corps de vitamine C. Ce qui est très, très intéressant, et je vais me permettre d'expliquer pourquoi c'est intéressant dans le cancer. Eh bien, vous savez, enfin je dis vous savez, malgré que les cancérologues ne disent pas ça à leurs patients, mais c'est regrettable, quand vous avez un cancer, l'ennemi numéro un au niveau alimentation, c'est le sucre. Parce que quand vous mangez du sucre, vous nourrissez votre cancer avant de nourrir vos cellules saines. Donc vos cellules cancéreuses sont très contentes, elles sont très avides de sucre, parce qu'une cellule cancéreuse, ça fermente et ça ne respire pas comme une cellule saine, donc elle a besoin de sucre pour sa fermentation. Bref, Laurent Schwartz, qui a écrit La médecine métabolique, sera content de mon explication et je le salue au passage. Mais donc, pas de sucre. Aucun cancérologue ne dit ça à ses patients. Mais heureusement, les patients, quand ils ont un cancer, maintenant, ils bougent, ils vont voir des nutritionnistes, des naturopathes, des médecins de médecine naturelle, où ils reçoivent, bien sûr, cette information dans cette réforme alimentaire indispensable. Et quand vous inondez
le corps par des hautes doses de vitamine C, surtout chez un patient qui est privé de sucre, donc les cellules cancéreuses sont affamées en quelque sorte, et puis elles voient arriver ces doses énormes de vitamine C. Or, le récepteur euh, qui fait rentrer le sucre dans la cellule cancéreuse est le même que celui de la vitamine C. Donc, la cellule cancéreuse privée de sucre voit arriver cette vitamine C et c'est comme un leurre. Elle se dit, ah, chouette, du sucre. Et elle incorpore en masse la vitamine C parce qu'elle est affamée. Et en fait, elle s'empoisonne parce que la vitamine C est toxique pour les cellules cancéreuses, mais bénéfique pour les cellules saines. Tiens, tiens, ça me fait penser à une autre technique qui s'appelle l'ozonothérapie. Toxique pour les mauvaises choses, mais bénéfique pour les cellules saines. Voilà donc pourquoi les perfusions de vitamine C à haute dose sont intéressantes dans différentes pathologies, comme le cancer, comme les pathologies infectieuses. Mais de nouveau, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas, le cancer est une maladie particulière. Et donc dans le cancer, comme je le répète en conférence tout le temps, l'ozonothérapie est une thérapie indispensable dans le cancer, ça veut dire qu'il faut le faire, mais non suffisante. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire que ça. La vitamine C à haute dose en perfusion, je ne vais pas dire que c'est indispensable, mais c'est très intéressant comme technique dans le cancer, mais il ne faut pas faire que ça. Voilà, parce que dans le cancer, malheureusement, il y a parfois certaines écoles ou certains même gourous qui envoient les gens dans une direction, mais trop restreinte. Dans le cancer, il faut avoir cette vision holistique. Tout est important dans le cancer, depuis l'alimentation jusqu'au traitement, jusqu'au psycho-émotionnel. Enfin, voilà. C'est pas à vous que je dois expliquer l'importance aussi du psycho-émotionnel, même si, comme pour le reste, il n'y a pas que ça. C'est ça, effectivement. Voilà. Oui, oui. Et j'essaie encore de comprendre quel est le mécanisme qui fait que la... Bon, vous avez déjà expliqué un peu que les récepteurs de la vitamine C sont les mêmes récepteurs que le sucre, finalement, si j'ai bien compris. Oui. Mais sur un corps sain, je dirais, enfin non cancéreux, euh, quelle est l'action exacte de la vitamine C lorsque vous l'injectez en haute dose comme ça? Est-ce que ça agit au niveau des cellules? Est-ce que ça agit au niveau... est-ce que ça pénètre à l'intérieur des cellules? C'est quoi exactement le mécanisme? Oui, oui, bien sûr, la vitamine C pénètre à l'intérieur des cellules, et particulièrement les cellules qui en ont besoin, mais les propriétés de la vitamine C, c'est énorme. Ce n'est pas qu'un anticancéreux. La vitamine C, par exemple, elle booste le système immunitaire. Voilà pourquoi c'est intéressant dans la problématique du coronavirus. Ça, il y a beaucoup d'études qui ont démontré l'action de la vitamine C sur le système immunitaire. C'est pas un hasard, même la population, c'est ça qu'en hiver, quand il y a les infections hivernales, ben, il faut prendre des vitamines et surtout de la vitamine C, des oranges, des citrons, faire des jus. Enfin voilà, je veux dire, je n'apprends rien à ce niveau-là. Donc, très très bien au niveau du système immunitaire. Ce qui est peut-être moins connu, la vitamine C est excellent pour notre tissu conjonctif et particulièrement pour notre système artériel, ce qu'on appelle l'endothélium vasculaire, qui, comme on le sait, avec l'âge, l'excès de cholestérol, enfin, des tas de raisons, s'abîme et on a ce qu'on appelle des plaques d'athérome. Voilà, et jusqu'à preuve du contraire, les maladies cardiovasculaires restent quand même encore le tueur numéro un. Eh bien, la vitamine C répare notre endothélium vasculaire. Voilà, voilà de nouveau quelque chose qui est prouvé et qui n'est pas connu. Quand quelqu'un
a eu un infarctus, qu'on lui met des stents et qui pose la question, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je ne peux pas réparer mes artères ou les nettoyer, etc. Non, non, non. On attend que ça bouche et quand ce sera bouché, on vous mettra un stent. Non, il y a moyen de traiter son endothélium vasculaire pour prévenir cette mortalité cardiovasculaire. Je suis en train de faire un lien, mais peut-être qui est erroné. Alors, vous me le direz ou peut-être pas, j'en sais rien, mais j'écoutais un cardiologue québécois il y a quelques jours qui faisait part des dernières découvertes qu'ils avaient faites à propos de ce fameux coronavirus. Et il disait, on a beaucoup tâtonné au début parce que on a cru que ce coronavirus de cette année était identique au SRAS-CoV-1 qu'on avait connu il y a quelques années. Et puis, il dit, on s'est rendu compte que finalement, le virus de cette année agissait à un tout autre endroit. Et il parlait justement du fait que ces virus venaient se mettre sur les récepteurs qui existaient à la surface intérieure des vaisseaux sanguins. Exactement. Et Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. provoquait des espèces d'embolies massives. Et c'est entre autres de ça que les gens meurent. Voilà, c'est ça. C'est en fait ce qu'il expliquait, c'est que, et donc je fais le lien maintenant avec ce que vous dites au niveau de la vitamine C, parce que finalement, avec les virus qui se mettaient sur le récepteur, apparemment, ça diminuait la section des vaisseaux sanguins, donc du coup, ça limitait, je dirais, l'oxygénation des différents organes, et pas seulement les poumons, mais aussi, il expliquait aussi que ça pouvait diminuer l'oxygénation du cerveau, Oui, avec comme symptôme la perte de goût, la perte d'odorat, qui est un des symptômes qu'on peut expliquer éventuellement par rapport à cette perte d'oxygène. Donc l'hypoxie, finalement, on revient à de oui. l'hypoxie. Et donc c'est très intéressant que finalement, bon, l'ozonothérapie, on comprend bien que à cause du fait qu'il y a un manque d'oxygène, à cause de ce rétrécissement des vaisseaux, ça peut faire du bien. Mais en plus, la vitamine C fait aussi un travail, je dirais, Répare les vaisseaux sanguins. Voilà. Donc voilà pourquoi cette double thérapie, association ozonothérapie, vitamine C, est extraordinaire dans le traitement du coronavirus. Et dans les documents que je vous ai remis pour préparer cette émission, vous allez retrouver le protocole de ce qui est fait en Chine, où on voit bien l'association jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, sur 5 ou une semaine, d'alternance, séance d'ozonothérapie avec vitamine C en perfusion intraveineuse. C'est ce que les Chinois utilisent également. Donc, pas tout le monde en Chine. Quand je dis que c'est en Allemagne aussi, on utilise l'ozonothérapie et la vitamine C. Maintenant, tous les médecins allemands ne font pas ces techniques-là non plus, malheureusement. Mais je pense que actuellement, c'est de loin ce qu'il y a de plus performant. sans effet secondaire en Et plus. sans effet secondaire en plus, oui. Ouais. On arrive bientôt à la fin de cette entrevue et je voulais vraiment vous demander qu'est-ce que vous auriez envie de dire maintenant aux personnes qui nous écoutent, puisque, je le rappelle, nous sommes en train de sortir du confinement. On sort aussi d'une situation assez anxiogène, assez stressante. Dans ma dernière conversation du lundi de ce 4 mai, je parlais justement de tout l'aspect traumatisant et l'aspect toxique de toutes les informations que nous avons reçues. En tout cas, si nous sommes restés branchés en intraveineuse aux médias dominants, c'est clair qu'on s'est intoxiqué. Donc, quelles seraient les recommandations ou les conseils que vous donneriez aux gens pour retrouver cette vitalité, retrouver un équilibre le plus rapidement possible avec le moins de dégâts possible? Parce que, effectivement, là, on a quand même été mis en situation de quasiment stress traumatique. Exact. Moi, j'ai envie de dire, et j'adore cette phrase-là, d'autant plus qu'elle n'est pas de moi, mais j'aime la rappeler très souvent, particulièrement à cette époque-ci. C'est la phrase qui dit « Le microbe n'est rien, le terrain est tout ». C'est une phrase d'Antoine Béchamp, qui était le grand concurrent de Pasteur,
Alors malheureusement, c'est Pasteur qui a gagné avec sa vaccination, etc., dont on voit qu'elle a ses limites et d'énormes limites, mais bon, c'est un autre débat que je ne vais pas entamer ici. Euh, c'est la théorie du vilain microbe, du vilain virus qui est responsable de tous nos maux, et on en oublie le plus important qui est le terrain. Alors c'est quoi le terrain? Eh bien, c'est votre manière de vivre, c'est votre manière de manger, une bonne alimentation, une alimentation saine, avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de préférence bio. Voilà, bien manger, bien se nourrir, ça fait partie d'un bon terrain. Bien dormir, avoir un bon sommeil, c'est-à-dire ne pas regarder les infos avant de dormir, parce que sinon c'est foutu. Euh, c'est faire du sport, c'est prendre le soleil pour avoir de la vitamine D. Si vous avez tout ça, eh bien vous avez un bon terrain. Et dans ce cas-là, le microbe n'est rien. Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, docteur Thierry Schmitz, je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir accordé ce temps et d'avoir offert votre temps pour informer, parce que je pense que vraiment, dans ces situations où le vrai côtoie le faux de plus en plus en matière médicale, lorsqu'il y a des énormes intérêts financiers, je pensais que c'était important de vous donner la parole aujourd'hui pour que nous puissions entendre une autre façon de concevoir les traitements et une autre façon aussi de concevoir simplement la santé et l'équilibre. Je laisserai sous cette vidéo les coordonnées de votre site internet et les coordonnées pour vous contacter. Vous direz ce que vous acceptez que je mette comme information ou pas, parce que je ne voudrais pas non plus que vous soyez noyé d'appels téléphoniques dès demain matin. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre temps et bonne continuation à vous. Merci également et merci pour tout ce que vous faites. C'est vraiment super intéressant. Au revoir. Au revoir.